Mes proches ont ri. Oh, regarde. Les filles fauchées aux enchères. Je n'ai rien dit. 30 minutes plus tard, j'ai levé ma palette et j'ai acheté le domaine à 12 millions d'euros, celui-là même qu'ils étaient venus acquérir. La salle des ventes sentait les vieilles fortunes et le parfum hors de prix. J'étais assise à 3 rangées du fond, tenant la palette numéro 47, vêtue d'une simple robe bleu marine que j'avais achetée dans un grand magasin. Autour de moi, les gens dégoulinaient de bijoux dont la valeur aurait pu financer de petits pays. Des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique à travers le plafond voûté, tandis que des serveurs circulaient avec des flûtes de champagne. J'ai décliné. Ma cousine Vanessa m'a repéré la première. Son rire a traversé la pièce comme du verre brisé. Elle a donné un coup de coude à son mari, Derek, qui s'est tourné pour me regarder avec un amusement non dissimulé. En quelques secondes, ma tante Patricia avait pivoté sur son siège, et son visage chirurgicalement parfait a d'abord exprimé le choc, avant de se muer en quelque chose de plus proche de la pitié. Oh, regarde, les filles fauchées aux enchères, annonça Vanessa assez fort pour que les rangées alentour entendent. Plusieurs têtes se sont tournées. Sur quoi enchéris-tu, Stella? Une cuillère commémorative. Je n'ai rien dit. Mes doigts sont restés fermes sur la palette posée sur mes genoux. L'oncle Gérald s'est joint à la moquerie ensuite. Ce n'est pas une collecte de charité, ma chérie. Il n'accepte pas les bons de réduction ici. Son ventre tremblait de rire à sa propre blague. La tante Patricia lui a touché le bras affectueusement, son bracelet en diamant accrochant la lumière. Ils avaient toujours été comme ça. Chaque réunion de famille, depuis aussi loin que je m'en souvienne, avait comporté une variation de leur condescendance. Mes parents avaient été les parents pauvres, ceux qui luttaient, tandis que Gérald bâtissait son empire immobilier, et que Patricia faisait un mariage d'argent dans l'industrie pharmaceutique. Lorsque mes parents sont morts dans un accident de voiture il y a 7 ans, me laissant avec rien d'autre que des dettes dans un studio de location, le mépris de la famille s'était cristallisé en quelque chose de presque rituel. Vanessa avait hérité de l'entreprise de ses parents. Son frère, Timothy, dirigeait 3 concessions de voitures de luxe à travers l'État. Même ma jeune cousine Bridget, à peine âgée de 25 ans, avait épousé un gestionnaire de fonds spéculatifs et vivait dans un pantouf surplombant le port. Pendant ce temps, je travaillais comme analyste financière dans une entreprise de taille moyenne, je prenais le métro pour aller travailler, et j'achetais mes vêtements en solde. Ce qu'ils ignoraient aurait pu remplir des volumes. Le commissaire-priseur a pris position au podium, un homme distingué d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et aux lunettes sans monture. Il a souhaité la bienvenue à tout le monde pour la vente aux enchères du domaine Whitmore, expliquant que la vente d'aujourd'hui proposerait du mobilier, des œuvres d'art et, finalement, le joyau de la couronne, le domaine lui-même, une propriété de 12 millions d'euros s'étendant sur 47 acres, comprenant la maison principale, le cottage des invités, les écuries et un lac privé. Vanessa a chuchoté quelque chose à Derek. Il a souri et lui a pressé le genou. Ils étaient venus pour le domaine. Je le savais parce que Vanessa avait posté à ce sujet sans cesse sur les réseaux sociaux depuis 3 semaines. Enfin la maison que nous méritons, disait une légende, accompagnée d'une photo d'elle et Derek lors d'une visite précédente. Les commentaires des membres de la famille avaient été effusifs. Tante Patricia avait écrit, si fière de vous deux. Oncle Gérald avait ajouté, il est temps qu'un Whitmore vive à nouveau dans le domaine Whitmore. Le domaine Whitmore avait appartenu à l'origine à notre arrière-arrière-grand-père, construit en 1887 lorsque son commerce de bois avait fait de lui l'un des hommes les plus riches de la région. Il était passé entre diverses mains au fil des décennies, et maintenant, des cousins éloignés le vendaient. La famille considérait comme une question de fierté que Vanessa le restitue à notre lignée. Personne n'a pensé à demander comment j'avais obtenu une palette d'enchères. Le processus d'inscription exigeait une preuve de fonds, un relevé bancaire montrant des actifs liquides suffisants pour couvrir les achats potentiels. J'avais soumis le mien il y a 2 semaines. La maison de vente aux enchères l'avait accepté sans poser de questions. Les enchères ont commencé avec des objets plus petits. Un canapé victorien est parti pour 18 000 euros. Une peinture à l'huile d'un artiste régional des années 1920 s'est vendue pour 32 000 euros. Vanessa a enchéri sur un service à thé en argent, le remportant à 7 000 euros. Elle a battu des mains, ravie, rayonnante vers ses parents. Le premier de nombreux trésors pour la nouvelle maison, a crié Patricia à sa fille. Vanessa s'est tournée sur son siège, me regardant directement. Tu sais, Stella, si tu as besoin d'aide pour comprendre comment fonctionnent les enchères, je pourrais t'expliquer.
Je détesterais que tu enchérisses accidentellement sur quelque chose que tu ne peux pas te permettre, et que tu t'embarrasses. J'apprécie ton inquiétude, ai-je répondu calmement. Je vais bien. Derek a ricané. Elle est probablement ici pour l'expérience. Tu sais, voir comment vit l'autre moitié. Mon téléphone a vibré dans mon sac à main. Un SMS de mon avocat, Lawrence Brennan, tout est confirmé. Virement bancaire prêt à ton signal. Bonne chance. J'ai rencontré Laurence il y a 3 ans, lorsque mon entreprise m'a assigné à l'analyse de la santé financière du portefeuille d'investissement de son cabinet. Il avait été assez impressionné pour m'offrir un travail de consultant en parallèle. Cela avait conduit à d'autres opportunités, à d'autres clients qui avaient besoin de quelqu'un ayant un œil aiguisé pour les chiffres, et un instinct encore plus affûté pour les tendances du marché. J'avais construit une source de revenus secondaires dont ma famille ignorait tout, canalisant chaque euro disponible dans des investissements, tout en vivant dans mon modeste appartement et en faisant mes courses dans des magasins discount. Il y a 18 mois, j'avais pris un risque calculé sur une start-up technologique que la plupart des analystes avaient passé par perte et profit. J'avais vu quelque chose dans leur modèle économique que les autres avaient manqué. L'entreprise était entrée en bourse 8 mois plus tard. Mes actions valaient 40 000 € lorsque je les avais achetées. Elles s'étaient vendues pour 4,2 millions d'euros. Je l'avais refait avec une société pharmaceutique développant un traitement pour une maladie rare. Un autre risque, un autre gain. Ensuite, il y avait eu la société de placement immobilier, que tout le monde disait surévaluée. J'avais étudié les données, reconnu le schéma, et investi massivement. 6 mois plus tard, j'étais reparti avec un autre gain substantiel. Mes actifs liquides actuels totalisaient un peu plus de 19 millions d'euros. Ma famille n'en avait aucune idée. Ils pensaient toujours que j'étais la fille qui s'était présentée au dîner de Noël, il y a 2 ans, dans un manteau provenant d'une friperie. Le commissaire-priseur a parcouru la liste des lots efficacement. Une collection de livres en édition originale est partie pour 45 000 €. Une horloge de grand-père s'est vendue pour 12 000 €. Vanessa a enchéri sur plusieurs autres articles, en perdant certains, en gagnant d'autres. Chaque fois qu'elle gagnait, elle se tournait vers ses parents pour obtenir leur approbation, et ils hochaient la tête comme des membres de la royauté acceptant l'hommage d'un sujet. Timothy est arrivé en retard, se glissant sur le siège à côté de Gérald. Il a chuchoté quelque chose qui a fait rire son père. Bridget était assise à côté de Vanessa, sa bague de fiançailles si grosse qu'elle semblait presque architecturale. Lot 47, annonça le commissaire-priseur. Un ensemble complet de couverts en argent sterling, vers 1910, service pour 24 personnes. Commençons les enchères à 5 000 €. Vanessa a levé sa palette immédiatement. Quelqu'un à l'autre bout de la salle a renchéri. Le prix a grimpé à 8 000 €, puis 9 000 €. Vanessa est allée jusqu'à 10 000 € et a gagné. Elle a poussé un petit cri, étreignant Bridget. Les pièces majeures sont venues ensuite. Un lustre qui avait été suspendu dans la salle de bal du domaine est parti pour 78 000 € à un marchand au premier rang. Une rampe d'escalier en acajou sculpté, récupérée lors de rénovation, s'est vendue pour 42 000 €. Les enchères devenaient plus intenses. Des voix plus tranchantes, des palettes se levant plus rapidement. Tante Patricia s'est penchée vers Gérald. Le domaine devrait arriver bientôt. Assure-toi que Vanessa ne dépasse pas le budget. Gérald a fait un signe dédaigneux de la main. Nous sommes bons pour 12,5. Cela devrait être plus que suffisant. Vanessa avait été préapprouvée pour un prêt. Ses parents se portaient co-signataires. Ensemble, ils avaient rassemblé assez d'argent pour ce qu'ils supposaient être une offre gagnante. Gérald avait des relations, et il avait passé des appels. On lui avait assuré que l'intérêt pour la propriété était minime. La plupart des acheteurs étaient intimidés par les coûts d'entretien et l'éloignement du domaine par rapport à la ville. 12 millions d'euros le garantiraient confortablement. Lot 93 a dit le commissaire-priseur, et la salle est devenue silencieuse. Le domaine Whitmore, 47 acres comprenant la résidence principale, la maison d'hôtes, les écuries et le lac privé. La propriété est vendue en l'état, avec toutes les inspections disponibles pour examen. Les enchères commenceront à 8 millions d'euros. La palette de Vanessa a jailli en l'air avant même que le commissaire-priseur n'ait fini de parler. Un homme près du premier rang a levé sa palette. Puis un autre enchérisseur, une femme en robe rouge. Le prix a grimpé à 9 millions, puis 9,5. Vanessa continuait d'enchérir,
le visage rouge d'excitation. Derek avait son bras autour de ses épaules. Patricia joignait les mains comme pour prier. Gérald observait avec l'expression satisfaite d'un homme dont les plans se déroulaient exactement comme prévu. Les enchères ont atteint 11 millions. La femme en rouge a abandonné. L'homme près du premier rang est monté à 11,2. Vanessa a contré à 11,4. L'homme a hésité, puis a secoué la tête. 11 400 000, a dit le commissaire-priseur. Une fois. Vanessa célébrait déjà. Bridget l'a serré dans ses bras. Patricia s'essuyait les yeux de manière théâtrale. Gérald a sorti son téléphone, probablement pour commencer à envoyer des SMS aux gens au sujet de leur victoire. J'ai levé ma palette. Les yeux du commissaire-priseur m'ont trouvé immédiatement. 11 600 000 de la part de la palette 47. La salle s'est retournée. Le sourire de Vanessa s'est figé sur son visage. Le bras de Derek est tombé de ses épaules. La bouche de Patricia s'est ouverte en un petit bot de choc. Gérald a baissé son téléphone, me fixant lentement, comme si je m'étais matérialisé à partir de rien. Stella ? La voix de Vanessa est sortie étranglée. Qu'est-ce que tu fais ? Je n'ai pas répondu. Le commissaire-priseur regardait Vanessa avec attente. Elle a jeté un coup d'œil paniqué à son père. Gérald ? Une lettre en particulier avait attiré mon attention. Elle provenait de mon arrière-arrière-grand-père à son fils, datée de 1923. Il y écrivait sur l'importance de construire quelque chose qui durerait, quelque chose qui ne pourrait pas être emporté par les krachs boursiers ou les ralentissements économiques. La terre et la propriété sont la seule vraie richesse, avait-il écrit d'une écriture soignée. Tout le reste n'est que promesse de papier. Il avait perdu la majeure partie de sa fortune dans la dépression qui a suivi quelques années plus tard, je le savais par les histoires de famille. Le domaine avait été vendu pour couvrir les dettes, mais en lisant ces mots, j'ai ressenti une étrange connexion à travers le temps. Il avait compris quelque chose de fondamental sur la richesse, sur la différence entre avoir de l'argent et construire un héritage. Mon téléphone a sonné, brisant le silence. Laurence Brennan, j'ai les rapports d'inspection, a-t-il dit sans préambule. L'ingénieur en structure dit que les fondations sont solides. Quelques travaux de toiture nécessaires, évidemment, et les systèmes de plomberie et d'électricité sont complètement obsolètes, mais rien de catastrophique. Quel est le coût estimé pour une restauration complète ? Estimation prudente, 4 millions. Si vous voulez que ce soit bien fait, avec des matériaux d'époque précis et des systèmes modernes correctement dissimulés, vous regardez plutôt vers 6 ou 7 millions. J'ai fait le calcul rapidement. Même à 7 millions, mon investissement total serait inférieur à 20 millions. La propriété serait évaluée à au moins 25 millions une fois restaurée, probablement plus. Faisons-le bien, ai-je dit. Je pensais que vous diriez ça. J'envoie les coordonnées de 3 cabinets d'architectes spécialisés dans la restauration historique. Tous ont travaillé sur des propriétés de cette époque. Interrogez-les. Voyez qui comprend votre vision. Les entretiens ont pris 2 semaines. Le premier cabinet voulait tout moderniser, vider l'intérieur et reconstruire avec une inspiration historique. Je les ai remerciés poliment et les ai raccompagnés. Le deuxième cabinet comprenait mieux la préservation, mais leur calendrier s'étirait sur 3 ans. Le troisième cabinet, dirigé par une femme nommée Catherine Woodward, a parcouru le domaine avec révérence. C'est magnifique, a-t-elle murmuré, passant sa main le long du poteau de départ sculpté de l'escalier principal. L'artisanat est extraordinaire. Voyez-vous ce travail de détail ? Ils ne font plus ça comme ça, parce que personne ne peut se permettre les heures de main-d'œuvre. C'est avant les outils électriques, avant la production de masse. Chaque centimètre de cette sculpture a été fait à la main. Pouvez-vous le restaurer, ai-je demandé. Je peux faire mieux que le restaurer. Je peux le ramener exactement à ce qu'il était censé être. Elle s'est tournée vers moi, son expression intense. Mais ce ne sera pas bon marché, et ce ne sera pas rapide. Nous aurons besoin de maîtres artisans. Nous devrons nous procurer des matériaux qui ne sont plus facilement disponibles. Certaines choses devront être faites sur mesure en utilisant des techniques d'époque. Combien de temps ? 18 mois, peut-être 2 ans. Et nous parlons de 7 à 8 millions minimum, peut-être plus si nous rencontrons des problèmes inattendus, ce qui arrivera. Quand pouvez-vous commencer ? Son sourire était brillant. Je vous ferai parvenir des plans préliminaires dans 2 semaines.
Pendant que Catherine travaillait sur les plans architecturaux, j'ai géré le désastre des relations publiques créées par ma famille. Vanessa avait apparemment raconté à tout le monde qu'elle avait été escroquée du domaine. Des publications sur les réseaux sociaux sont apparues, venant de cousins que je connaissais à peine, me peignant comme vindicative et cruelle. L'un des associés commerciaux de Gérald m'a même appelé, suggérant que je nuisais à l'unité familiale. L'unité familiale, ai-je répété au téléphone. Concept intéressant. Où était l'unité familiale quand il m'appelait la fille fauchée lors d'une vente aux enchères publiques? Où était-elle lors de chaque dîner de Noël où il faisait des blagues sur mes vêtements? Où était-elle quand Vanessa a posté ma photo en ligne avec une légende se moquant de moi parce que je mangeais de la nourriture gratuite aux événements familiaux? Silence à l'autre bout du fil. C'est ce que je pensais, ai-je continué. Dites à Gérald que s'il veut discuter de l'unité familiale, il peut commencer par s'excuser pour 2 décennies de condescendance. Jusque-là, je ne suis pas intéressé par son opinion sur mes achats immobiliers. J'ai raccroché, me sentant étrangement libéré. Pendant des années, j'avais absorbé leurs moqueries, silencieusement, me disant que cela n'avait pas d'importance, que s'élever au-dessus signifiait rester silencieuse. Mais le silence n'avait fait qu'encourager leur comportement. Dire la vérité clairement et sans excuse semblait puissant. L'histoire s'est répandue au-delà des cercles familiaux. Un journaliste économique du journal local m'a contacté, intéressé par un reportage sur les femmes investisseurs à succès. J'ai accepté une interview, contrôlant soigneusement le récit. J'ai discuté de ma stratégie d'investissement, de mon approche analytique, de l'importance de la gratification différée. J'ai mentionné le domaine familial seulement brièvement, le présentant comme un investissement judicieux dans une propriété historique prenant de la valeur. L'article a paru avec le titre « D'analyste financière à multimillionnaire, l'histoire d'un succès d'investissement d'une femme locale ». Il mentionnait mon âge, mon parcours, la mort de mes parents et mon approche méthodique pour construire ma richesse. Le journaliste m'a cité disant « Le succès ne consiste pas à avoir l'air d'avoir réussi. Il s'agit d'avoir réellement réussi. » Ce sont 2 choses très différentes. Vanessa m'a appelé après la sortie de l'article. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Tu nous fais tous passer pour des mauvais », a-t-elle dit sans saluer. Je raconte mon histoire. Si cela vous fait passer pour des mauvais, examinez peut-être pourquoi. Tu aurais au moins pu nous prévenir. Sais-tu combien de personnes m'ont envoyé cet article? Combien de mes amis demandent pourquoi tu as plus d'argent que moi? Peut-être devrais-tu leur dire la vérité, que tu as dépensé ton héritage en produits de luxe et en statut social, alors que j'ai investi le mien. Que tu as supposé que la pauvreté signifiait la stupidité. Que tu n'as jamais pris la peine de regarder sous la surface. C'est tellement typique de toi, a craqué Vanessa. Toujours à jouer la victime. Toujours à tout ramener à la façon dont nous t'aurions prétendument fait du tort. Cite une fois, ai-je dit doucement, au cours des 10 dernières années, où tu m'as traité avec une véritable gentillesse. Une fois où tu m'as invité à quelque chose sans qu'il soit clair que j'étais un cas social. Une fois où tu m'as incluse sans me faire sentir inférieur. Elle ne pouvait pas. Le silence s'est étendu entre nous comme un gouffre. Le domaine aurait dû être à moi, a-t-elle finalement dit, la voix brisée. Il était censé être à moi. Pourquoi? Parce que tu le voulais. Parce que tu as posté à ce sujet sur Instagram. Vouloir quelque chose ne te donne pas le droit de l'avoir. Vanessa, le méritait, oui. Je l'ai mérité. J'ai mis fin à l'appel et bloqué son numéro. Il n'y avait plus rien à dire. Les plans de Catherine sont arrivés exactement 2 semaines plus tard. Le dossier faisait 2 pouces d'épaisseur, contenant des dessins détaillés, des spécifications de matériaux et un calendrier complet. Les feuilles comprenaient des photographies historiques du domaine dans son état d'origine, montrant exactement quels détails devaient être restaurés ou recréés. L'attention aux détails était stupéfiante. Nous avons commencé les travaux de restauration au début du printemps. La première étape a consisté à documenter soigneusement tout avant le début des travaux. Des photographes ont passé des jours à capturer chaque pièce, chaque détail, chaque morceau de tissu ou de papier peint d'origine. Tout ce qui était récupérable a été catalogué et préservé. Catherine avait insisté là-dessus, expliquant que la restauration consistait autant à comprendre ce qui avait été qu'à créer ce qui serait. La rénovation de la cuisine est venue en premier, car elle nécessitait les travaux les plus importants. La démolition a révélé des murs de briques d'origine qui avaient été recouverts dans les années 1970.
Nous les avons exposés, les avons fait nettoyer et jointoyer, et avons construit la nouvelle cuisine autour d'eux. Des appareils électroménagers de pointe étaient dissimulés derrière des armoires sur mesure, conçues pour correspondre à l'esthétique de 1887. Le résultat semblait parfaitement d'époque, tout en fonctionnant avec une efficacité moderne. Je visitais le site chaque semaine, regardant la transformation se dérouler. Les ouvriers ont décapé des couches de peinture pour révéler les motifs de papier peint d'origine, que l'équipe de Catherine a ensuite recréés en utilisant des techniques d'époque. Les plâtres endommagés ont été réparés par des artisans formés aux méthodes traditionnelles. Le refinancement des sols a révélé un grain de bois qui avait été caché sous des décennies d'usure. La salle de bal est devenue l'obsession de Catherine. Elle a passé des heures à étudier le motif original du parquet, créant des gabarits pour remplacer les sections endommagées. Un ébéniste du Vermont a fabriqué de nouvelles pièces pour correspondre à l'incrustation originale en acajou et en chêne. Lorsqu'il a finalement été terminé et reverni, le sol ressemblait à de l'ambre poli. Le motif géométrique était net et précis. Et chaque fois qu'il visitait, chaque fois qu'il voyait le domaine Whitmore dans sa magnificence restaurée, il se souvenait de la vente aux enchères. Il se souvenait de leur rire, de leur moquerie, de leur certitude absolue que je n'avais pas ma place. Il se souvenait du moment où j'ai levé ma palette et acheté le rêve sous leur nez. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Vanessa. J'espère que tu es heureuse. Je l'étais. Je l'étais vraiment, sincèrement. Pas parce que je l'avais blessée, bien que je ne puisse nier une certaine satisfaction à cela, mais parce que je m'étais prouvé quelque chose que j'avais toujours soupçonné. Leurs opinions sur moi n'avaient jamais compté. Leur moquerie avait été basée sur des observations de surface, sur leur incapacité à voir au-delà de leur propre définition limitée du succès. Ils avaient mesuré la richesse en sac à main de créateurs et en voitures de luxe, en publication sur les réseaux sociaux et en adhésion à des clubs privés. Je l'avais mesuré en croissance de portefeuille et en investissement stratégique, dans l'accumulation silencieuse d'actifs réels plutôt que dans la performance bruyante d'un statut perçu. Ils jouaient à un jeu qu'ils pensaient gagner. Je jouais à un jeu entièrement différent. Les semaines suivant la vente aux enchères ont apporté des conséquences inattendues. La nouvelle s'est répandue rapidement dans nos cercles sociaux sur ce qui s'était passé. Plusieurs vieux amis de mes parents m'ont contacté, des gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Ils avaient toujours su que ma famille me regardait de haut. Ils ont dit qu'ils avaient toujours pensé que c'était mal. Maintenant, ils voulaient reprendre contact pour me féliciter, pour me dire à quel point mes parents auraient été fiers. Un appel m'a particulièrement ému. Il venait de Daniel Morrison, qui avait été le partenaire commercial de mon père avant que l'entreprise ne fasse faillite. Ton père serait aux anges, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Il disait toujours que tu avais sa tête pour les chiffres. Il savait que tu ferais quelque chose d'extraordinaire un jour. Je souhaite juste qu'il ait pu voir ça. Je me suis surprise à avoir les larmes aux yeux, chose que je ne m'étais pas autorisé à faire devant ma famille. Merci de me dire ça. Il parlait de toi tout le temps. Tu sais, même après la faillite de l'entreprise, même quand les choses étaient les plus difficiles, il disait, au moins, Stella a hérité du bon sens d'économiser son argent. Il le voyait en toi-même à l'époque. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement en regardant les quelques photographies que j'avais de mes parents, le sourire chaleureux de ma mère, l'expression pensive de mon père. Ils avaient lutté financièrement, mais ils n'avaient jamais été stupides. Ils avaient simplement été malchanceux, pris dans un ralentissement économique qui avait détruit leur entreprise et leurs économies. Ils avaient travaillé dur jusqu'à la fin, ne demandant jamais d'aide à Gérald ou Patricia, sachant que cela viendrait avec des conditions insupportables. J'avais appris en les regardant. J'avais appris que la fierté valait plus que la pitié, que la dignité comptait plus que le confort. J'avais aussi appris que la sécurité financière était la seule véritable protection contre les cruautés de gens comme Gérald et Patricia. L'argent ne pouvait peut-être pas acheter le bonheur, mais il pouvait acheter la liberté face au jugement. Ma collègue, Jennifer, m'a emmené déjeuner la semaine après la parution de l'article. Nous travaillons ensemble depuis 5 ans, et elle ne m'avait jamais traité différemment pour mon mode de vie modeste. Maintenant, elle me regardait avec une curiosité ouverte. Je dois te demander, dit-elle en coupant sa salade. Comment as-tu gardé le secret ? 19 millions d'euros, et personne au travail ne le savait. Personne n'a demandé, ai-je dit simplement. Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Je m'habillais modestement, je conduisais une vieille voiture, j'apportais mon déjeuner de la maison.
Tout le monde supposait que j'étais fauché parce que c'est ce que font les gens fauchés. Ils n'ont jamais envisagé que les gens riches puissent faire les mêmes choses pour des raisons différentes. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas en profiter? J'en profitais, juste pas de manière visible. J'aimais regarder mon portefeuille grandir. J'aimais savoir que j'avais la sécurité. J'aimais la liberté de ne pas me soucier de ce que quiconque pensait de mes vêtements ou de ma voiture. J'ai fait une pause. Et honnêtement, Jennifer, j'aimais savoir quelque chose que personne d'autre ne savait. Il y a du pouvoir là-dedans. Elle a hoché la tête lentement. Ta famille a dû perdre la tête. C'est un euphémisme. Mais c'est ça le truc avec les suppositions. Quand tu supposes que quelqu'un est inférieur à toi, tu arrêtes de prêter attention aux preuves qui contredisent cette croyance. Ils n'ont jamais questionné pourquoi je pouvais me permettre de vivre en ville avec un salaire d'analyste. Ils ne se sont jamais demandé pourquoi je ne me noyais pas sous les dettes. Ils ont juste vu le manteau de friperie et ont décidé qu'ils savaient tout de ma situation financière. Eh bien, pour ce que ça vaut, je pense que ce que tu as fait était brillant, a-t-elle dit. Et ce domaine va être incroyable quand tu auras fini avec lui. 2 mois plus tard, je me tenais dans le hall principal du domaine Whitmore alors que les entrepreneurs dévoilaient leurs plans pour la restauration. La maison avait de bonnes bases. Ils m'ont assuré que les travaux seraient importants, mais qu'ils en valaient la peine. J'avais déjà approuvé un budget qui faisait paraître modeste les 12 millions de Vanessa. Le rassemblement familial de ce Noël-là fut différent. Je l'ai organisé au domaine, même si la restauration était encore en cours. Ils sont venus parce que la curiosité l'emportait sur la fierté, et parce que décliner une invitation aurait signifié admettre la défaite. Gérald m'a à peine parlé. Patricia a fait une petite conversation maladroite sur la météo. Vanessa a évité tout contact visuel, mais Timothy m'a approché en privé dans la bibliothèque, loin des autres. Je te dois des excuses, a-t-il dit doucement. Nous t'avons traité terriblement. Je t'ai traité terriblement. Tu ne méritais pas ça. Je l'ai étudié, cherchant des signes de manipulation ou un agenda caché. Je n'ai trouvé que de véritables remords. Merci de dire ça. Pour ce que ça vaut, je suis impressionné. Ce que tu as fait, construire ce genre de richesse tout en laissant tout le monde penser que tu luttais, cela demande une discipline et une intelligence incroyables. Je n'aurais pas pu le faire. Tu aurais pu, ai-je dit. Tu as choisi de ne pas le faire. Il y a une différence. Il a hoché la tête lentement. C'est juste. Écoute, je sais que tu ne croiras probablement pas ça, mais je suis content que tu aies eu la maison. Vanessa l'aurait transformé en un autre symbole de statut. Toi, tu te soucies vraiment de l'histoire, de l'héritage. Ça compte. Peut-être qu'il le pensait, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, c'était plus que ce que quiconque d'autre avait offert. Nous avons parlé un moment des plans de restauration, et je me suis surprise à apprécier la conversation. Peut-être que tous les ponts n'avaient pas besoin de rester brûlés. Le domaine a été terminé 14 mois après mon achat. La restauration avait dépassé toutes les attentes. Les boiseries d'origine brillaient sous un nouvel éclairage. Du papier peint d'époque ornait les murs qui avaient été soigneusement réparés. Le lustre de la salle de bal, celui qui avait été vendu séparément aux enchères, je l'avais retrouvé et acheté au marchand pour le triple de ce qu'il avait payé. Il était suspendu à son emplacement d'origine, désormais des prismes de cristal projetant des motifs arc-en-ciel sur les parquets restaurés. J'ai organisé l'inauguration un samedi de mai. 300 invités ont traversé des pièces qui ressemblaient exactement à ce qu'elles étaient en 1887, avec des conforts modernes dissimulés discrètement derrière des détails d'époque. Les membres de la société historique ont loué la précision de la restauration. Les magazines d'architecture ont demandé des séances photos. Le journal local a publié un article de fond, une femme locale restaure le domaine familial à sa gloire d'antan. Vanessa est venue à l'inauguration. Tout comme Derek, Gérald, Patricia et le reste d'entre eux. Ils ont marché à travers ma maison, portant des expressions de politesse forcée qui ne pouvaient pas tout à fait cacher leur amertume. Je leur ai fait une visite personnelle, expliquant chaque détail de la restauration. Les défis surmontés, la précision historique atteinte. J'étais aimable, informative et gracieuse. Je me suis aussi assuré qu'ils voient le portrait. Je l'avais commandé spécifiquement pour l'inauguration. Une peinture à l'huile grandeur nature de moi, en robe d'époque, debout devant le domaine. Il était accroché dans le hall principal, impossible à manquer,
directement en face du portrait original de notre arrière-arrière-grand-père qui avait construit la maison. La ressemblance familiale était indéniable. Le message était clair. C'était ma maison, mon héritage, ma victoire. Gérald s'est arrêté devant le portrait, le fixant longuement. Lorsqu'il a finalement parlé, sa voix était vaincue. « Tu l'as vraiment fait. Je l'ai vraiment fait. Je t'ai sous-estimé. Nous t'avons tous sous-estimé. » Il a hoché la tête lentement et s'est éloigné. Je n'ai plus jamais reçu de commentaires moqueurs de sa part. Patricia a cessé de poster des messages passifs-agressifs sur les réseaux sociaux. Vanessa m'a retiré de ses amis en ligne entièrement, ce que j'ai considéré comme un cadeau. Le domaine est devenu ma maison, mais aussi quelque chose de plus. J'ai créé une fondation offrant des programmes de littératie financière pour les jeunes femmes issues de milieux à faible revenu. J'ai organisé des ateliers dans la bibliothèque du domaine, leur enseignant ce que j'avais appris sur l'investissement, sur la construction silencieuse de la richesse, sur le pouvoir de vivre en dessous de ses moyens tout en investissant au-dessus de son statut. Certaines personnes appelaient cela de la philanthropie. J'appelais cela une vengeance d'un autre genre. Chaque jeune femme que j'enseignais était une autre personne qui ne jugerait pas les autres sur leur apparence, qui ne supposerait pas que la pauvreté signifie la stupidité, qui ne se moquerait pas de quelqu'un parce qu'il conduit une vieille voiture ou fait ses courses dans des magasins discount. Je créais une génération qui regarderait au-delà de la surface, qui reconnaîtrait que la vraie richesse n'est pas toujours visible. 5 ans après la vente aux enchères, j'ai vendu 3 acres du domaine pour le développement de maisons de luxe. La marge bénéficiaire a dépassé mes projections initiales. Ma valeur nette totale a dépassé les 40 millions d'euros. Je conduisais toujours ma berline d'occasion. J'achetais toujours en solde. Je vivais toujours simplement à bien des égards, bien que maintenant, je le fasse dans un manoir restauré de plusieurs millions d'euros. La famille s'est progressivement adaptée à la nouvelle réalité. Certains, comme Timothy, ont fait de véritables efforts pour reconstruire notre relation. D'autres, comme Gérald et Patricia, ont maintenu une distance froide. Vanessa et moi ne nous sommes plus jamais parlé au-delà des plaisanteries forcées lors des événements familiaux inévitables. J'étais d'accord avec ça. Parfois, je marchais dans les couloirs du domaine Whitmore tard le soir, juste moi, le silence et la maison qui avait vu tant de Whitmore avant moi. Je pensais à ce jour aux enchères, à leur rire, à leur certitude et à leur incompréhension totale de qui j'étais. Je pensais au moment où j'ai levé ma palette, à l'expression sur leur visage, à la satisfaction qui me réchauffait encore des années plus tard. Les gens demandent souvent si je regrette d'avoir été si froide avec eux, si calculatrice dans ma vengeance. La réponse est non. Ils avaient passé des années à s'assurer que je savais qu'ils pensaient que je ne valais rien. J'avais passé un après-midi à prouver que je n'avais pas de prix. Cela semblait être un échange équitable. La fille fauchée aux enchères avait acheté plus qu'un domaine ce jour-là. Elle avait acheté le respect, la reconnaissance, et la preuve indéniable que sous-estimer les gens sur la base de leur solde bancaire est l'erreur la plus coûteuse que l'on puisse commettre. Et debout dans mon manoir restauré, entouré de l'héritage que mon arrière-arrière-grand-père avait construit et que j'avais récupéré, j'ai considéré que ces 12 millions d'euros étaient extrêmement bien dépensés. Gérald faisait du calcul mental, son visage devenant rouge. Ils avaient budgété pour 12, mais c'était leur plafond absolu. Aller plus haut nécessiterait des actifs liquides qu'ils n'avaient pas immédiatement. 11 800 000 a dit Vanessa, la voix incertaine. J'ai levé ma palette à nouveau. 12 millions. Des halètements ont parcouru la foule. C'était un meilleur divertissement que ce à quoi quiconque s'attendait. Le commissaire-priseur semblait positivement ravi, sa commission grimpant avec chaque offre. Derek a saisi le poignet de Vanessa, chuchotant avec urgence. Elle a secoué la tête. Patricia s'était complètement retournée sur son siège, me fixant avec une horreur non dissimulée. Timothy se penchait en avant, essayant de comprendre ce qui se passait. 12,1 a crié Vanessa, sa voix se brisant. Ma palette s'est levée. 12,5 Gérald s'est levé, le visage violet. Maintenant, attendez une minute. Stella, ce n'est pas drôle. Tu ne peux pas possiblement. Monsieur, veuillez vous asseoir, a dit fermement un employé de la maison de vente aux enchères, apparaissant au coude de Gérald. Vous perturbez la procédure. Gérald s'est assis, mais il avait l'air de vouloir commettre des violences. Vanessa pleurait maintenant, le mascara commençant à couler. Derek avait la tête dans ses mains. Ils étaient à sec.
Même s'il pouvait rassembler plus d'argent, cela prendrait un temps qu'il n'avait pas 12 500 000, a répété le commissaire-priseur, regardant Vanessa. Est-ce que j'entends 12 700 000? Silence. Vanessa a secoué la tête muettement. Une fois à 12 500 000. Le commissaire-priseur a fait une pause. 2 fois une autre pause, plus longue cette fois. Vendu à la palette 47 pour 12 500 000. Le marteau est tombé avec un claquement qui a semblé résonner dans le silence soudain. Je me suis levé, lissant ma robe de grand magasin, et j'ai marché vers l'avant pour remplir les papiers. Tous les yeux dans la salle me suivaient. Les chuchotements ont commencé avant que je n'ai fait 3 pas. La transaction a pris 40 minutes. J'ai signé des documents, autorisé le virement bancaire et accepté les clés du domaine Whitmore avec le même calme que j'avais maintenu tout au long de la vente aux enchères. La directrice de la maison de vente, une femme nommée Caroline, continuait de me regarder comme si elle essayait de concilier mon apparence avec l'achat à 8 chiffres que je venais de faire. « Félicitations, mademoiselle Whitmore », a-t-elle dit, me tendant un dossier en cuir contenant tous les documents pertinents. Nous aurons tout transféré à votre nom dans les 5 jours ouvrables. La propriété est à vous. Quand je me suis retourné, ma famille attendait dans le hall. Tous. Gérald, Patricia, Vanessa, Derek, Timothy, Bridget, même quelques cousins que je reconnaissais à peine. Ils avaient formé un demi-cercle bloquant mon chemin vers la sortie. « Explique-toi », a exigé Gérald. Tout de suite. J'ai acheté une maison, ai-je dit simplement. Avec quel argent? La voix de Patricia était perçante. Tu es secrétaire ou quelque chose comme ça. Tu vis dans un studio. Tu achètes dans des friperies. Où as-tu eu 12 millions d'euros? Je suis analyste financière, en fait, ai-je dit, et je préfère appeler ça de la frugalité stratégique plutôt que de la pauvreté. Vanessa s'est avancée, le visage tacheté d'avoir pleuré. Tu as fait ça exprès. Tu savais à quel point cela comptait pour moi. Tu savais que nous allions l'acheter. Je savais que vous prévoyiez d'essayer, ai-je corrigé. La vente aux enchères était ouverte à tous les enchérisseurs qualifiés. Je me suis qualifié. Mais comment? Derek avait l'air sincèrement confus. Comment as-tu ce genre d'argent? C'était le moment que j'imaginais depuis des mois. J'aurais pu être gracieuse. J'aurais pu être magnanime. Au lieu de cela, je me suis laissé sourire. J'ai investi avec beaucoup de succès. Il s'avère que pendant que vous postiez tous sur les réseaux sociaux à propos de vos achats de luxe et de vos maisons de vacances, je construisais un portefeuille. Pendant que vous vous moquiez de mes manteaux de friperie et de mes meubles d'occasion, je prenais des risques calculés qui ont payé de manière spectaculaire. Pendant que vous supposiez que j'étais trop stupide et trop pauvre pour devenir quelqu'un, je devenais la personne la plus riche de cette famille. Le silence qui a suivi était absolu. Le visage de Gérald était passé du violet à une nuance alarmante de gris. Patricia avait l'air de vouloir s'évanouir. La bouche de Timothy était ouverte. Bridget fixait ses chaussures à 1000 €. Tu mens, a dit Vanessa. Mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire, inclinant l'écran pour qu'elle puisse voir le solde. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a réellement reculé en trébuchant. C'est impossible, a-t-elle chuchoté. Ce sont les intérêts composés, des investissements intelligents et le fait de vivre en dessous de mes moyens, alors que vous viviez tous au-dessus des vôtres. J'ai rangé mon téléphone. Le domaine était un bon investissement. Les propriétés historiques dans cette région s'apprécient de 7% par an. Le terrain seul vaut 8 millions. Je prévois de restaurer la maison principale et potentiellement de développer une partie de la superficie pour des maisons de luxe. Les estimations préliminaires suggèrent un rendement potentiel de 18 à 22 millions d'ici 5 ans. Gérald a retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie comme un râle. Espèce de petite manipulatrice. Attention, les jeux interrompus. Nous sommes en public et j'ai une excellente représentation juridique. La diffamation coûte cher. Patricia a agrippé le bras de Gérald. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas faire ça à la famille. Tu as absolument raison, ai-je convenu. La famille ne devrait pas se moquer les uns des autres à chaque rassemblement. La famille ne devrait pas s'appeler la fille fauchée ou faire des blagues sur les coupons et les collectes de charité. La famille ne devrait pas supposer que quelqu'un qui lutte est stupide ou sans valeur. Mais vous avez fait toutes ces choses, à plusieurs reprises, pendant des années.
Alors peut-être avons-nous des définitions différentes de la famille. Vanessa sanglotait ouvertement maintenant. Je voulais cette maison. Elle était censée être à moi. C'est notre héritage familial. Notre arrière-arrière-grand-père l'a construite. Je suis autant une descendante que toi, ai-je dit. Si quoi que ce soit, j'ai plus de droits dessus que toi. Au moins, je peux me permettre de l'entretenir. Derek a essayé une approche différente. Stella, sois raisonnable. Vanessa a eu son cœur fixé là-dessus depuis des mois. Sûrement, nous pouvons trouver un arrangement. Nomme ton prix. Ce n'est pas à vendre. Tout est à vendre, a grogné Gérald. Pas à vous. Je les ai regardés chacun leur tour. Pendant des années, vous vous êtes assuré que je connaisse ma place dans cette famille. Vous avez clairement indiqué que j'étais inférieur, que je n'appartenais pas à votre monde de clubs privés et de voitures de luxe. Vous m'avez plainte au mieux et moqué au pire. Eh bien, voici la vérité. Je n'ai jamais voulu appartenir à votre monde. Je construisais le mien, et le mien est meilleur. Je suis passé devant eux vers la sortie. Vanessa m'a attrapé le bras, sa poigne étonnamment forte. S'il te plaît, a-t-elle supplié. S'il te plaît, Stella, je ferai n'importe quoi. Pendant un moment, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Puis je me suis souvenu de sa publication Instagram d'il y a 3 mois. Une photo de moi lors d'un dîner de famille portant mon manteau de friperie avec une légende, quand ta cousine pauvre s'incruste aux événements familiaux pour la nourriture gratuite. 27 membres de la famille avaient aimé. Tante Patricia avait commenté avec un emoji riant. J'ai retiré sa main de mon bras doucement mais fermement. Profitez bien des enchères sur les lots restants, ai-je dit. J'ai entendu dire que les cuillères commémoratives sont parties à un prix raisonnable. L'air d'automne semblait vif et propre quand je suis sorti. Mon téléphone a sonné immédiatement. Laurence Brennan, a-t-il dit. Félicitations pour votre nouvelle propriété. J'ai déjà été contacté par 3 cabinets d'architectes intéressés par le projet de restauration. Dois-je organiser des réunions? S'il te plaît, fais-le, ai-je dit, et Laurence, assure-toi qu'ils comprennent que je veux que le domaine soit restauré à sa gloire d'origine. Ne regarde pas à la dépense. Je veux que tous ceux qui passent devant sachent qu'un Whitmore vit là à nouveau. Il a gloussé. La vengeance est un plat qui se mange mieux avec un accompagnement de préservation historique. Quelque chose comme ça. Je me suis dirigé vers ma voiture, une berline modeste que j'avais achetée d'occasion il y a 3 ans. Je continuais de la conduire. J'avais décidé qu'il y avait quelque chose de satisfaisant à maintenir l'illusion de la modestie, tout en étant assise sur une fortune. Laissez-les se poser des questions. Laissez-les calculer. Laissez-les réaliser lentement, au fil des mois et des années, exactement à quel point ils s'étaient trompés sur moi. La restauration du domaine prendrait du temps. J'embaucherais les meilleurs entrepreneurs, je trouverais des matériaux d'époque appropriés et je documenterais tout. J'organiserais une grande ouverture quand ce serait fini, j'inviterais toute la famille, et je les regarderais marcher dans des pièces qu'ils avaient supposées appartenir à Vanessa. Je serais gracieuse et accueillante, l'hôtesse parfaite dans ma maison ancestrale. La première visite de la propriété a eu lieu 3 jours après la vente aux enchères. Je suis sorti seul dans la brume du petit matin, qui s'accrochait encore à la surface du lac. Le portail avait légèrement rouillé, mais les volutes de fer portaient toujours notre blason familial. Je l'ai poussé et j'ai suivi la longue allée de gravier jusqu'à la maison principale. La voir en personne, vraiment mienne, semblait différente de ce que j'avais anticipé. Les photographies n'avaient pas capturé la façon dont la lumière du matin frappait les fenêtres orientées à l'est, ou comment les vieux chênes formaient une canopée naturelle sur l'approche. La maison elle-même s'élevait sur 3 étages, construite en calcaire local qui avait vieilli pour prendre une couleur crème douce. Le lierre grimpait sur le mur ouest, et plusieurs volets pendaient à des angles bizarres, mais la structure restait solide. J'ai parcouru chaque pièce ce premier jour, prenant des notes et des photos. La salle de bal au 2e étage avait encore son parquet d'origine, bien qu'il ait besoin d'être reverni. Des dégâts des eaux avaient affecté un coin de la bibliothèque, mais les étagères encastrées étaient récupérables. La cuisine était un désastre des années 1970, une rénovation malheureuse qui nécessiterait un retrait complet. Mais les bases étaient là, cachées sous des décennies de mauvaises décisions et d'entretiens différés. Dans le grenier, j'ai trouvé des boîtes de vieilles photographies et de documents, des actes de vente des années 1890, des lettres entre membres de la famille, un journal appartenant à mon arrière-arrière-grand-mère,
décrivant ses premières impressions de la maison en tant que nouvelle mariée. Je me suis assise sur le sol poussiéreux à lire jusqu'à ce que la lumière s'estompe. Une lettre en particulier a attiré mon attention. Elle provenait de mon arrière-arrière-grand-père à son fils, datée de 1923. Il y écrivait sur l'importance de construire quelque chose qui durerait, quelque chose qui ne pourrait pas être emporté par les krachs boursiers ou les ralentissements économiques. La terre et la propriété sont la seule vraie richesse, avait-il écrit d'une écriture soignée. Tout le reste n'est que promesse de papier. Il avait perdu la majeure partie de sa fortune dans la dépression qui a suivi quelques années plus tard, je le savais par les histoires de famille. Le domaine avait été vendu pour couvrir les dettes, mais en lisant ces mots, j'ai ressenti une étrange connexion à travers le temps. Il avait compris quelque chose de fondamental sur la richesse, sur la différence entre avoir de l'argent et construire un héritage. 5 ans après la vente aux enchères, j'ai vendu 3 acres du domaine pour le développement de maisons de luxe. La marge bénéficiaire a dépassé mes projections initiales. Ma valeur nette totale a dépassé les 40 millions d'euros. Je conduisais toujours ma berline d'occasion. J'achetais toujours en solde. Je vivais toujours simplement à bien des égards. Bien que maintenant, je le fasse dans un manoir restauré de plusieurs millions d'euros. La famille s'est progressivement adaptée à la nouvelle réalité. Certains, comme Timothy, ont fait de véritables efforts pour reconstruire notre relation. D'autres, comme Gérald et Patricia, ont maintenu une distance froide. Vanessa et moi ne nous sommes plus jamais parlé au-delà des plaisanteries forcées lors des événements familiaux inévitables. J'étais d'accord avec ça. Parfois, je marchais dans les couloirs du domaine Whitmore tard le soir, juste moi dans le calme et la maison qui avait vu tant de Whitmore avant moi. Je pensais à ce jour aux enchères, à leur rire, à leur certitude et à leur incompréhension totale de qui j'étais. Je pensais au moment où j'ai levé ma palette, à l'expression sur leur visage, à la satisfaction qui me réchauffait encore des années plus tard. Les gens demandent souvent si je regrette d'avoir été si froide avec eux, si calculatrice dans ma vengeance. La réponse est non. Ils avaient passé des années à s'assurer que je savais qu'ils pensaient que je ne valais rien. J'avais passé un après-midi à prouver que je n'avais pas de prix. Cela semblait être un échange équitable. La fille fauchée aux enchères avait acheté plus qu'un domaine ce jour-là. Elle avait acheté le respect, la reconnaissance, et la preuve indéniable que sous-estimer les gens sur la base de leur solde bancaire est l'erreur la plus coûteuse que l'on puisse commettre. Et debout dans mon manoir restauré, entouré de l'héritage que mon arrière-arrière-grand-père avait construit et que j'avais récupéré, j'ai considéré que ces 12 millions d'euros étaient extrêmement bien dépensés.